L'épisode d'aujourd'hui aborde le sujet de la dépendance. Si vous souffrez d'une dépendance, des solutions existent. Nous avons compilé des ressources pour vous sur notre site web rubinochoose.com/espoir. Cet épisode vous est présenté par Rubino et Sanco. Je me rappelle la dernière chose que mon père il m'a dit quand on s'est vu pour la dernière fois. Il a dit, s'il te plaît, deviens pas comme ta mère. Il a voulu bien faire en le disant, mais moi, c'était comme, ah ouais, je vais te montrer comment est-ce que je peux devenir comme elle, tu sais. C'est ça que tu penses de moi. Tu penses que je vais devenir comme elle, je vais te le montrer comment je peux devenir comme elle. Hey, bonjour! Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Bienvenue à un nouvel épisode de Grains d'espoir. Ça fait déjà presque 2 ans, en fait. Ça fait deux Plus ans que 2 ans. qu'on fait ce beau projet-là. Puis j'avais envie, juste pour les gens qui nous découvriraient aujourd'hui, que vous sachiez qui est installé autour de la table. Moi, mon nom, c'est Marie-Pierre Morin. Je suis en rétablissement depuis bientôt 4 ans. Il y a aussi Angelo Rubino qui est là, homme d'affaires, influent, en rétablissement depuis plus de 5 ans. Et la légende, le dinosaure. Les fleurs, le pot, les deux en même C'est temps. ça. Jean-Claude Télémac, qui est notre sommité, qui est notre intervenant en toxicomanie, qui a accepté d'embarquer dans cette belle aventure-là avec nous autres. Bonjour, les gars. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode troublant. De par la genèse de l'histoire de cette fille-là, de comment la vie a débuté pour elle. Puis, Angelo, tu vas nous la présenter. Oui, je suis super fier de présenter notre invitée parce que c'est elle qui nous a contactés sur la messagerie de Grains d'espoir. C'est une jeune femme, elle a 33 ans. C'est une humoriste, elle est conférencière. Son nom, c'est Gabi Gatineau, mais son vrai nom, Gabi Garcia. J'ai pas envie de choquer personne, mais elle est née droguée, donc elle a vécu du sevrage étant nouveau-née. Elle avait tout pour perdre. Elle a eu, comme on dit, a bad hand. She was dealt a bad hand, une mauvaise main. Mais aujourd'hui, c'est une figure d'exemple pour des centaines de jeunes. Alors, comment ça va, Gabi? Ça va bien. C'est une grosse intro. C'est une grosse intro, oui, c'est une grosse intro. Raconte-nous cette affaire-là. Comment on peut naître en consommation? Oui, ben ma mère biologique est une immigrante de l'Allemagne et quand elle est venue ici parce qu'elle s'est enfuie de son père qui l'abusait, elle est venue ici pour s'enfuir puis elle est tombée malheureusement dans la prostitution puis la drogue, puis elle a commencé à consommer, puis elle consommait de la drogue, l'héroïne, de la cocaïne, puis de l'alcool pendant qu'elle était enceinte de moi. Puis elle est tellement sous l'influence de l'alcool que c'est le moment qu'elle doit m'accoucher, ben les médecins sont comme, ben non, tu peux pas accoucher, il faut faire une césarienne, tu es juste trop droguée. Puis tout de suite, ils appellent la DPJ. Elle n'a même pas eu le temps de me prendre dans ses bras que la DPJ était déjà là, puis ils m'ont mis dans un centre d'accueil. Oh mon Dieu. Puis le premier centre d'accueil, pour les 2 premiers mois, ça a été extrêmement difficile parce que la première famille ne savait pas comment s'occuper de moi. Tu sais, les bébés sont mous. Moi, j'étais dure, puis je vomissais tout le temps. Puis je criais, je pleurais, j'étais pas capable d'être calme. J'avais besoin de ma drogue, j'étais en sevrage. Puis la première famille, ben eux, ils savaient pas quoi faire. Ils ont été obligés de me coucher souvent. Puis je me suis retrouvée avec la tête plate en arrière tellement que j'étais couchée. Puis ils étaient comme, non, on peut plus s'en occuper, c'est trop de travail, on n'est pas équipé pour ça. Puis ils m'ont remis justement à la DPJ. Puis la DPJ m'a mis dans une autre famille qui est une grande famille de 5 enfants. Et c'est dans cette famille-là que j'ai été adoptée à l'âge de 2 ans. Mais ça a été très, très difficile parce que ma mère Mais biologique... de 2 mois à 2 ans, t'es allée où? De 2 mois... Non, c'est ça, c'est OK, donc la première famille t'a gardée pendant 2 mois. pendant 2 mois. Puis après ça, j'ai été mis dans la deuxième famille. Puis c'est Puis à 2 étant ans. adoptée officiellement à À l'âge de 2 2 ans. ans. OK, C'est je ça, comprends. c'est ça. OK. Puis Ton sevrage a duré combien de temps? je m'en rappelle pas, j'étais un bébé. OK. Oui, mais est-ce que ça se fait? Je ne sais même pas si tu as ces informations-là. Je te pose la question parce que je suis curieuse, mais est-ce qu'on sevre un bébé de façon médicale? Est-ce que ça se fait à l'hôpital ou ils prennent le bébé et ils disent, ben il faut que le bébé soit sevré, mais... Faut juste attendre. Faut juste attendre que je me rétablisse puis que ça aille mieux. Comme après 2 mois, quand la deuxième famille, Ouais. celle qui m'ont adoptée, j'avais encore des problèmes à 2 mois. Je vomissais encore beaucoup. Tu sais, mon père
adoptifs, OK, adorent raconter l'histoire. Dans ma famille que je suis en ce moment, il y a un enfant, que c'est leur enfant à eux, Ouais. qui est trisomique. OK. Puis il dit, on a juste 1 mois de différence. Mimi, elle a 1 mois de plus que moi, puis moi, j'ai 1 mois après. Fait qu'on se suit de très, très proche. Puis il nous a tout le temps appelés les fausses jumelles. Mais il dit, quand on était bébé, on se ressemblait tellement qu'il a été obligé de percer les oreilles de Mimi pour nous différencier. Ben voyons, Oui. c'est bien capoté, ça. Fait que, tu sais, moi, je dis, ça veut dire que j'étais vraiment cute. Mais en entrée de jeu, est-ce que tu peux nous parler de ton enfance Mhm. et surtout de l'impact que ça a eu là, sur toi en grandissant? Ben, premièrement, allemande, adoptée dans une famille portugaise québécoise, j'ai toujours eu de la misère à m'identifier, à savoir d'où je viens, je ressemble à quoi. Je regarde mes autres 5 sœurs, que c'est toutes leurs enfants. Vous êtes juste des filles? On est juste des Oh filles. mon Dieu. Wow! On s'est chicanés plusieurs fois. Bonjour, papa! C'est ça. Ça a été le fun d'une maison pleine d'hormones. Il n'a Mon pas père, dû écouter le hockey souvent. lui. Non, il écoutait. Mon père, dans le fond, il disait, moi, je suis l'homme le plus heureux au monde parce que je suis entourée de femmes. Oh, wow! Moi, je dis que mon père, c'est un menteur. Mais c'est faux, hein, parce que moi, mon chum, c'est son rêve. C'est son rêve d'avoir des filles. Il dit, moi, je veux être outnumbered. Il veut être juste avec des femmes. Donc, c'est pas faux. Il y a des hommes comme ça. Mais là, il est heureux parce qu'il y a comme Oui. plein de beaux fils qui est autour de lui, puis Ouais. il est heureux, puis tout ça. Mais, tu sais, quand j'étais plus jeune, c'était difficile à m'identifier parce que, j'avais des problèmes de comportement, j'avais des problèmes de santé mentale qui se sont développés plus tard, puis j'avais vraiment de la misère à comprendre. Puis, tu sais, il savait que j'allais être un enfant à risque de rechuter, d'être violent. J'étais extrêmement violente. J'avais de la misère à contrôler mes émotions. Je me frappais, je frappais les autres, je détruisais tout ce qui était autour de moi. Puis, tu sais, mon père, encore une fois, j'ai une relation très, très proche avec mon père. Là, il dit, Gabi, si j'aurais pu te désadopter, je l'aurais faite. Tellement c'était intense. Puis il dit, comment je sais, j'ai fait les recherches. On en rit aujourd'hui. Ouais. Mais il dit, tu étais tellement un paquet de troubles, puis tu nous as amené tellement de peine et de douleur, mais là, maintenant qu'on te voit en rétablissement, là, on t'aime, on est heureux, on est fiers de toi. Puis tu sais, à travers toutes les années, je les ai fait souffrir, mes parents, mais ils sont tellement fiers. Puis mon père, aujourd'hui, comme je suis contente de pas t'avoir désadopté. Ben My God! Hey, Et tout ça vient du fait que ta mère a consommé pendant sa grossesse, Oui, puis que t'es née oui, en étant affectée par la oui. consommation. Puis une autre chose... C'est fou comment... Tu sais, moi, je pense aux mamans... puis il y a deux affaires, là. Tu sais, il y a les mamans qui sont polytoxicomanes, qui vont Mhm. consommer tout le long de leur grossesse, c'est une chose. Mais un verre pendant que tu es enceinte, tu sais, ils disent, là, les études sont sorties, ils sont tellement clairs sur il faut pas consommer Mhm. quand tu es enceinte. Fait qu'imagine quand tu le fais à outrance, tu sais, l'impact que ça peut avoir Ouais. sur un enfant. Fait que je trouve ça intéressant de t'entendre pour les mamans en devenir qui nous écoutent, de dire faut pas prendre ça à la légère. Tu sais, Mhm. tu portes la vie, puis ça peut vraiment avoir un impact sur le long terme sur la vie de cet enfant-là. Oui, j'ai des problèmes à l'école, j'ai des problèmes de mobilité. Tu sais, les bébés, ils marchent, ils rentrent. Moi, ça m'a Ouais. pris du temps. J'ai eu de la misère, ils m'ont inscrit à des cours de danse, j'avais de la misère à avoir une bonne mobilité, à bien m'exprimer. Comme que là, je parle aujourd'hui, Ouais, personne ne pourrait le on voit voir. rien de ça. Tu sais, j'ai là. travaillé sur moi. Il y a un cheminement qui s'est fait à travers des années, mais avant, là, j'étais tellement... j'étais pas très intelligente, j'étais lente, j'avais de la misère à écouter à l'école, j'étais très violente. Tu sais, je cherchais la provocation, tu sais, j'avais des problèmes de santé mentale après ça, à l'adolescence, qui s'est développé, TDAH, puis le trouble de la personnalité à très limite. Puis j'ai vu plusieurs psychologues, puis j'ai été chercher de l'aide, puis tu sais, parce que j'avais tellement un mal intérieur du fait que, comme, je regarde toutes mes autres sœurs qui ressemblent à maman, puis qui ressemblent à papa, puis moi, je ressemble à personne. Puis moi, je suis encore, quand je suis jeune, je suis encore en train de prier Dieu en me disant, ma mère biologique va revenir me chercher. Je suis ici en attendant. Même si je suis adoptée, ma mère biologique va revenir me chercher. Mais moi, qu'est-ce que je comprends pas, c'est que ma mère, elle m'a abandonnée. Tu sais, ma mère, elle a eu l'aide du gouvernement puis des travailleurs sociaux de comme si tu veux avoir ta fille, il faut que tu arrêtes la prostitution, il faut que tu ailles chercher une place à rester, il faut que tu ailles en rétablissement. Puis elle est venue me voir peut-être 2 ou 3 fois dans la nouvelle famille que j'étais, puis après ça, elle a juste fait « Bon, ben je m'en vais ». Puis elle est juste jamais revenue me chercher. Puis après 1 an d'absence, c'est là que je suis devenue adoptable, parce que la mère, elle donne plus de signes, elle donne plus Elle a rien. refusé à son droit. C'est ça. C'est C'était ça. comme... Puis elle en a 2 autres enfants, puis elle a fait la même chose avec les 2 autres, fait qu'on est 3. Donc, ta grande blessure, c'est pas de pas ressembler à tes sœurs, c'est une blessure d'abandon. C'est une grosse blessure d'abandon, puis c'est ça que j'ai découvert plus tard. Mais
Je ne savais pas pourquoi j'avais mal. Je ne savais pas pourquoi je ressemblais pas aux autres. Je savais pas. Tu sais, moi, j'étais comme... Mais je me sens comme le mouton noir de la famille. Je suis différente. Je pense différente. J'agis différemment. Tu sais, c'est comme on dirait que j'étais tellement comme extravertie, puis les autres introvertis. Puis j'étais comme, mais je suis pas comme eux. Tu sais, oui, on a des ressemblances à travers la famille, puis des traits, puis c'est ça, mais je suis comme, mais je suis pas eux. Je fais pas partie de eux. Je suis un ajout à la famille. Mais t'as su quand que tu étais adoptée? Que J'ai tout tu le temps venais su. d'une autre famille? Tout le temps su. Ils l'ont OK. jamais caché. OK. C'est drôle parce que je pense que c'est ma grand-mère portugaise qui me l'avait dit un moment donné quand on pliait le linge. Puis elle dit, toi, t'es spéciale, t'as été adoptée. Puis je suis comme, qu'est-ce que ça veut dire être adoptée? Ça veut dire t'es spéciale. Je suis comme, OK, mais qu'est-ce que ça veut dire? Fait que là, j'étais voir mes T'as parents. quel âge? T'as comme Je suis 4 très ans, jeune, là, très 3-4 jeune, là, ans. jusqu'au moment que je puisse commencer à Ouais, comprendre ces choses-là. c'est ça. Puis ils ont jamais vraiment, tu sais, compris le mal que ça pouvait me faire parce que eux, c'était comme, ben on t'a adopté, on t'aime, t'aime, t'es ben avec nous. Tu sais, On fait t'a que choisi. c'est ça, mais moi, je le voyais Ouais. pas comme ça. C'est comme, mais quelqu'un m'a abandonné. C'est comme ça que je le voyais pendant très, très longtemps. Quelqu'un m'a abandonné, quelqu'un ne voulait pas de moi. Je suis un rejet. Tu sais, j'ai pas le droit à l'amour, j'ai pas le droit d'être. Tu sais, je suis dans une famille, mais j'attends que l'autre famille vienne me chercher. Fait que j'ai, pendant très, très longtemps, pensé comme ça. Puis la blessure d'abandon, c'est une des pires blessures. Mhm. Fait que c'est quand que c'est rentré dans ta vie, là, la consommation? À partir de 15-16 ans, j'ai commencé à consommer. Tu sais, mes amis, ils venaient chez nous, on buvait. Tu sais, mon grand-père, il faisait de la guarda. La guarda, c'est comme... C'est une boisson portugaise, comme c'est comme du homemade. Là. moonshine portugais, tu sais. Puis on fait comme qu'on est jeune, genre, OK, je vais prendre de la vodka, puis je vais mettre de l'eau dedans. Mes parents, ils vont pas s'en rendre compte. Fait que là, je commence à boire, je commence à aimer le fait que je fais de l'interdit, je fais des choses, puis là, j'ai de l'excitation. Puis là, je commence à avoir de l'approbation, puis de l'amour, puis de l'approbation des amis. C'est du secondaire. « Ah ouais, t'aimes ça quand je suis saoule. Ah ouais, t'aimes ça quand je consomme. Attends, je vais commencer à fumer. Ah, attends, je vais commencer à fumer du weed. » La première fois que j'ai fumé du weed, là, je me sentais tellement bien avec moi-même. Puis c'est comme si, puis là, c'est plus tard que j'ai réalisé ça, la première fois que j'ai consommé de la drogue, c'est comme si je retournais dans le ventre de ma mère. C'est comme si je retrouvais quelque chose que j'ai perdu toute ma vie puis qui me manquait. Puis j'étais comme, enfin, je me sens complète. Je me sens bien. Des gros frissons. Fait que là, j'ai continué à capoté. consommer. Puis à chaque fois, j'étais comme à la recherche de ce buzz-là. J'étais comme, OK, mais plus que je consomme, plus que je le veux, mais plus qu'il s'éloigne, cette sensation-là de bien-être. Puis là, les pilules, puis là, OK, je commence à skipper. Puis là, je commence à être dangereuse pour ma famille. Puis mes parents, ils n'ont pas de bagage. Ils savent pas quoi faire. Ils sont pas armés. Ils sont pas armés. Ils n'ont jamais fait de drogue. Tu sais, ils boivent une fois de temps en temps, mais eux, ils n'ont pas de problème de consommation. Ils savent pas comment l'aborder. Psychologue ici, puis là, mais là, ils savent pas. Puis moi, je commence à être rebelle, je commence à être âge de dire non, j'ai 16 ans. Puis mes parents, à l'âge de 18 ans, ils ont fait « c'est assez, tu as fait des menaces à ta mère, tu veux la tuer. Ça va être correct. On a fait une intervention avec toi, tu veux pas d'aide, on essaye, tu as fini le secondaire, ils m'ont écrit une lettre, ils ont dit à 18 ans, si tu n'es pas prête à accepter l'aide qu'on veut te donner, tu ne peux pas rester dans le nid familial, il faut que tu partes. » Fait qu'à 18 ans, je me suis fait kicker out de la maison. Mais ça a été la meilleure décision qu'ils auraient pu faire pour eux, pour se protéger, puis pour moi. Est-ce que toi, à ce moment-là, tu as l'impression que ça scelle ce sentiment-là de rejet, de je ne mérite pas d'être aimé, Oui. l'abandon une deuxième fois? Oui. Fait que ça valide, en fait, Ça ton valide. sentiment. Moi, j'étais comme, ah ouais, tu veux que je sois un fuck-up? Je vais te montrer à quel point je peux être un fuck-up. Moi, j'étais de même. Oh Là. my Je cherchais God. la provocation. J'étais comme, ah ouais, tu penses que je vaux rien? Je vais te montrer encore plus qu'est-ce que je vaux. T'sais. Fait que, tu sais, là, je me suis mis en couple avec des hommes que je voulais pas juste pour survivre, pour pas vivre dehors. Mon père me met dehors, puis là, je suis comme, OK, j'ai un petit peu d'argent dans mon compte en banque. Je commence à coucher avec un gars, puis là, je suis comme, mais là, je me suis fait mettre à la porte, puis ce gars-là, il est comme, bon, mais t'es ma blonde maintenant. J'étais comme, je le veux pas, ce gars-là, mais j'ai pas de solution, j'ai pas rien d'autre à faire. Je suis comme, OK, on s'en va à Montréal. Puis je me rappelle la dernière chose que mon père, il m'a dit quand on s'est vu pour la dernière fois, il a dit, s'il te plaît, deviens pas comme ta mère. Tu sais, il a voulu bien faire en le disant, mais moi, c'était comme, ah ouais, je vais te montrer comment est-ce que je peux devenir comme elle, tu sais. C'est ça que tu penses de moi. Tu penses que je vais devenir comme elle, je vais te le montrer comment je peux devenir comme elle. Mais c'est parce que tu avais mal, puis tu venais de découvrir un endroit qui était sensible pour lui. tu sais. Fait que c'est Ouais. comme tu savais sur quel bouton aller peser. là. Oui, exactement. Fait que dans ton 10 ans là, de consommation intense, là, ça a été quoi les moments les plus difficiles que tu as vécu, là, vraiment là, tu sais, dans ta déchéance? En disant, il y en a beaucoup, beaucoup Et là, d'abus. attends un petit peu, t'arrives à Montréal, t'as 18 ans. J'ai 18 ans.
J'ai 18 ans, Puis là, ta seule mission, c'est de devenir comme ta mère puis d'être un fuck-up. Ouais, puis À peu près. de me prostituer avec les hommes, si on veut. Puis, OK. tu sais, il y a beaucoup de monde qui vont penser la prostitution, ils ont une certaine image d'une fille qui se prostitue sur le bord de la rue Ouais. avec un pimp. Moi, c'était une autre sorte de prostitution. C'était une autre sorte de prostitution, c'est je veux pas me retrouver dehors, fait que je vais me mettre en couple avec des gars que je veux pas. Puis lui, quand ce gars-là, il en avait assez, il me donnait à un autre gars, puis j'étais comme, OK. Tu sais, ah, elle est bonne au lit, je l'ai assez fourrée, tiens, je te donne. Puis ça se passait devant moi, puis j'étais comme, OK, au moins je me débarrasse de lui. J'ai un nouveau gars qui arrive, il va s'occuper de moi, il me connaît pas, il va m'utiliser, il va m'amener où c'est qu'il veut, comme qu'il veut. Puis tu sais, pour moi, c'était pas de la prostitution. Dans ma tête, c'était comme un De autre la chum. survie. C'était de la survie. C'était comme, OK, ben au moins, je suis pas dehors. Jusqu'au moment que le gars avec qui il m'a transféré, il m'a comme donné, je me rends compte, je me ramène en Colombie-Britannique. Je parle pas anglais. Je m'en vais en Colombie-Britannique avec un gars abusif qui fait trop de drogue, trop d'acide, qui se prend pour Dieu. Je fais beaucoup d'acide aussi. Puis là, lui, il est comme si admettons, j'ai les pieds en direction de lui, ça veut dire que j'essaie de le contrôler. Tu sais, fait que des relations complètement paranoïaque. fucked up, là. Mais tu sais, OK. moi, c'est normal. Tu sais, j'apprends c'est quoi l'amour. Pour moi, c'est ça, l'amour. C'est comme, il faut que je respecte l'homme, il faut que je fasse ce qu'il veut, il faut que je sois bonne au lit, il faut que je fasse ci, il faut que je sois oui, 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 oui. Jusqu'au moment que j'en ai assez puis que je le laisse. Mais là, je me retrouve toute seule, pas d'argent dans mon compte en banque, dehors, en Colombie-Britannique, puis je parle pas anglais. Comment apprendre une langue super rapidement? 101. 101. Fait que j'ai appris l'anglais vraiment rapidement, mais quand même, tu sais, je me suis retrouvée toute seule. Puis je faisais du pouce. T'as pas eu envie de revenir? Pas encore. J'essayais j'étais T'as comme, dit, je suis là-bas. C'est ma famille, on essaye d'avoir une bonne relation au téléphone, mais j'étais pas prête encore. Puis je me suis remis, tu sais, à dormir dehors, à manger dans des poubelles, tu sais, à avoir extrêmement froid. Il y a des moments que je comprenais pas l'espace-temps la nuit quand il fait tellement froid en hiver, tu sais, puis de juste survivre. Puis éventuellement, j'étais capable de comme faire assez d'argent en ramassant des pommes que j'étais capable de me payer un billet d'autobus. Pendant 3 jours, j'étais allée en autobus pour revenir au Québec. Puis ma famille m'a repris parce que j'étais comme là, j'ai appris. Mais là, c'était juste le début de l'enfer. Là. C'était comme, OK, ils pensaient que j'allais mieux. Oui, mais j'avais pas travaillé sur mes problèmes. Je retourne à 19 ans chez mes parents, puis ils sont comme, OK, ben là, il faut que tu te tailles une job. Tu vas revenir chez nous, ça va être à notre manière. Tu fais les choses, je suis comme, oui, pas de problème. Trouve une job, je me mets en couple avec un gars, on est 6 ans ensemble, ça va bien, on a une maison, on veut des enfants. Tout semble aller super bien. Tout semble aller super bien aux yeux de mes parents parce que c'est ça qu'ils veulent. Mais je m'en rendais pas compte. Moi, je veux offrir qu'est-ce qu'eux, ils veulent. C'est ça qu'ils veulent. Mais moi, pendant ce temps-là, je bois à tous les jours. Je consomme en cachette. Qu'est-ce que tu consommes? Avec ton chum ou... Mon chum, il buvait. Il consommait pas. Fait qu'il aimait pas ça quand je consommais. Fait que je consommais en cachette. Mais je buvais à tous les jours à un point que blackout tous les soirs, puis que ça devenait violent, puis que lui, il m'a frappé 3 fois, puis qu'éventuellement, j'étais juste comme, OK, il faut que je parte de là. Mais quand Je tu suis dis plus que tu heureuse. consommais en cachette, qu'est-ce que tu consommais? Du cannabis ou... Plus de cannabis, parfois de la cocaïne, des pilules surtout, mais comme dès que je pouvais, quand il n'était pas là, avec d'autres amis, je le faisais. Puis, tu sais, comme c'était en secret, il fallait pas qu'il le sache. Fait qu'il fallait que la consommation, quand je revienne à la maison, il ne sache pas que je sois gelée. Fait que c'est ça. Fait que je consommais en cachette de mon chum, mais avec lui, je pouvais boire autant que je voulais parce que lui, c'était sa drogue de choix. C'était dédouané. Oui, C'est c'est ça. ça. Mais là, éventuellement, je me suis dit, OK, je suis plus heureuse dans cette relation-là. Tu m'as frappé 3 fois. Tu sais, il y a bien du monde qui disait, mais 3 fois, c'est juste 3 fois. C'est 3 fois de trop. Puis je l'ai quitté, mais à cause que... Attends, excuse-moi, c'est capoté quand même que les gens fassent « Oh, mais t'as juste frappé 3 Ouais. fois. » Faut que tu y pardonnes, c'est pas de sa faute, il était sous. Tu sais? Moi, Non, c'est ça. Ouais. Ah, mais t'as une maison. T'as une maison, tu veux avoir des enfants. Pourquoi tu laisserais ça passer à travers de qu'est-ce que tu veux? Ah non, c'est qu'est-ce que la société veut. Ouais. Fait que là, je l'ai quitté. Eh là là. J'avais 25 ans, puis je me suis mis dans une grosse dépression parce que j'étais comme, OK, encore une fois, j'étais un fuck-up pour ma famille, j'étais un fuck-up pour la société, j'ai pas qu'est-ce que je veux. Puis là, je suis retombée dans la drogue, mais solide. J'avais consommé de la cocaïne avant, mais là, c'était comme cocaïne à tous les jours. Puis je me suis mis dans une autre couple que je voulais pas, un gars qui m'a vu, qui était comme, ah, je vais m'occuper de toi, je vais être là pour toi. Un sauveur. Blablabla, tu sais, un love bombing, puis bla. J'étais comme, ah, je te veux pas, t'es pas mon style. Je viens de sortir d'une relation. Ah non, je vais t'amener à Paris, je vais t'amener là, puis On allait à Montréal, on allait à Québec, dans des gros hôtels, il payait tout avec sa carte de crédit, puis je me sentais comme, oh my God, pour une fois, un gars qui s'occupe de moi, pour une fois, quelqu'un qui est comme... Prends soin de toi, qui prend soin de t'apprécie. moi, c'est ça. J'étais comme, mais là, consommation à tous les jours,
Lui, il consomme énormément de cocaïne. Les deux, on est sur le party. Mais là, lui, au fur et à mesure, je peux pas travailler, il faut que je travaille pour lui. Je peux plus vivre chez nous, il faut que je vive chez lui. Il commençait à prendre l'emprise de ma vie puis de ma consommation. Puis, tu veux de la cocaïne, faut que tu fasses qu'est-ce que je veux. Tu sais qu'est-ce que j'aime, chérie, hein? Ouais, fais-le. Tu veux ta coke, fais-le. Puis là, il partait, il me trompait, il revenait. J'habitais dans son sous-sol. Je travaillais plus, j'avais plus d'argent à mon compte. Je consommais à tous les jours. Puis, quand je revenais, ben on consommait. Puis j'étais tranquillement en train de me tuer. Puis c'est à ce moment-là que j'ai voulu me suicider. Parce que je consommais à tous les jours. Je consommais un 3,5 de poudre par jour. Fait que là, tu as 33 ans. Tu as dit que ça fait 7 ans que tu es en rétablissement. Fait que là, tu dois être pas loin du début de ton rétablissement. Oui. C'est quoi le déclic? C'est ça. Parce que tu as parlé de... Tu t'es ramassé dans la rue, tu as vécu vraiment un enfer là, incroyable. C'est quoi le déclic qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, là, pour vrai, là, pour moi, là, je suis tanné, j'ai envie de m'en sortir? C'est avec cette relation-là du gars qui m'a contrôlée avec la cocaïne que j'ai essayé de me suicider en faisant des overdoses. Comme à tous les soirs, pendant une semaine, j'étais comme, OK, ce soir, je meurs. Je prends un mélange de cocktail, de cocaïne, jusqu'au moment que je sens que mes yeux partent puis mon cœur va exploser. Puis à chaque fois que je perdais connaissance, je me réveillais, j'étais comme, je suis encore vivante. Je me suis encore manqué. Ouais, fait que là, ce soir, ça va être la bonne, je le fais encore. Puis encore, ce soir, c'est la bonne pendant une semaine, jusqu'au moment que comme mon cœur est tellement habitué de faire ça que les overdoses, ça marche juste plus, puis je consommais. Puis tu sais, à un moment donné, que t'es comme genre, tu penses que t'es en contrôle, mais t'es plus en contrôle. Puis il y a une fois, le 11 juillet 2016, la date qui est tatouée justement ici, c'est la soirée que je me suis dit, ce soir, c'est la bonne, je vais me gazer dans son troc. J'ai écrit une lettre de suicide demandant pardon à ma famille puis en me disant, je suis correcte avec ces décisions-là. J'en peux plus, je peux plus me battre. Pour moi, il n'y a plus d'espoir, je suis tannée. Puis moi, je me voyais plus fêter un autre anniversaire. J'étais comme, c'est correct, je vais mourir puis je suis correcte avec ça. Fait que, ayez pas de la peine, c'est mon choix. Tu sais, je me libère d'une douleur. Et je vous libère en même temps. C'est ça, parce que je parlais plus à mes amis, je parlais plus à ma famille. J'étais comme, personne ne veut de moi, de toute façon. Tu sais, je me retrouve tout seul avec un gars qui m'utilise comme qu'il veut, qui me trompe, qui abuse de moi. Puis c'est là que j'ai voulu aller me suicider. Puis j'ai voulu le faire pendant qu'il dorme parce que je voulais qu'il me retrouve le lendemain, parce que je voulais le faire chier. Je voulais qu'il me trouve, puis que ça soit de sa faute, puis que la police, tu sais, soit appelée sur son cas. Puis au milieu de la nuit, je me réveille, je prends ses clés de char, il y a un tuyau justement dans sa boîte de troc, puis je suis prête à faire le signe. Puis moi qui a jamais cru en Dieu, puis qui a été à l'école, puis à l'église, je veux dire, puis qui était un enfant de cœur, puis que quand j'étais jeune, j'étais comme « fuck l'église, Dieu n'existe pas si je suis pour souffrir toute ma vie comme ça ». J'étais athée pendant très, très longtemps. J'ai réalisé que Dieu a tout le temps cru en moi, même si je croyais pas en Dieu. Puis à ce moment-là, j'ai voulu faire le move de mourir. J'ai vu une grosse lumière. Je suis tombée sur mes genoux. Puis j'ai senti tout l'amour de Dieu rentrer à l'intérieur. Et à chaque fois que je raconte ça, je deviens un petit peu émotionnelle. Puis j'ai entendu Dieu me parler. J'ai entendu Dieu me parler disant « ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine que tu meurs. Ça vaut pas la peine que tu te tues. T'as une belle destinée qui arrive pour toi. Il faut juste que tu te battes pour. » Puis pendant ce moment-là, il a été capable de m'enlever toute ma douleur puis tout mon ego. Puis j'étais comme, OK, je vais faire ce que tu dis, puis je vais aller chercher de l'aide. Puis j'ai quitté mon ex. J'ai été voir mes parents, drogués, fuckés, pâles, avec des boutons, les dents qui bougeaient, qui saignaient. J'ai dit, maman, papa, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aller en rétablissement. T'as quel âge cette journée-là? J'ai 26 ans. Ouf, t'es jeune. Mm-hmm. Tes parents, ils réagissent comment à ce moment-là? Enfin. Ils sont comme, enfin, Gabrielle, on essaye de t'aider depuis tellement longtemps. Plus qu'on t'aide, plus que tu recules. Plus que tu t'en vas, plus que tu t'enfonces. Puis on n'est plus capable. On s'est dit un jour, quand elle va être prête, elle va venir nous voir. Puis il priait, puis il priait, puis il était sûr qu'un jour, il allait entendre un coup de téléphone d'une police en disant « On a retrouvé le corps de votre fille morte dans un ditch à quelque part. » Puis ça aurait pu être ça. Mm-hmm. Il y a bien des parents qui nous demandent, tu sais, mon enfant, il consomme. Et là, je ne sais plus quoi faire. Toi, tes parents, ils ont décidé de prendre la route de on la laisse s'enfoncer, puis quand elle va être prête, elle va venir vers nous. Je pense que ça a été une bonne chose. S'ils continuent à t'aider, tu continues à t'enfoncer,
Là, à un moment donné, tu t'en vas vers eux, là, tu parles d'une intervention divine, là, carrément. Tu as vu une lumière, tout ça. Là, à ce moment-là, quand tu t'en vas chez tes parents, là, parle-nous du parcours de rétablissement. Là. C'est quoi que tu as fait? Es-tu allé en thérapie? T'as-tu fait du meeting? Oui. Donc, première étape, on essayait d'avoir une rencontre avec un médecin, avec un psychologue aussi. Mes parents m'ont accompagnée. J'ai fait premièrement le detox chez mes parents. Ce qui est une très mauvaise idée. Non, Non? non. Pendant 3 jours, j'étais clouée au lit, pas capable de bouger en douleur. Fait que Mais- j'étais contente de le faire chez mes parents que de le faire dans un centre de détox. Ouais. Parce que j'avais tellement mal partout. J'avais mal aux cheveux, j'avais mal aux ongles, j'avais mal partout. Je suais ma vie, j'étais en délire. Tu sais, c'est pas juste de la cocaïne, c'était de l'alcool aussi, c'était du crack, c'était J'ai des envie de pilules. demander à Jean-Claude, c'est une Ben, c'est bonne surtout idée? l'alcool qui est dangereux. Le crack, moi, c'était ma substance de choix. Fait que je connais très bien le sevrage de ça. Puis la coke, le sevrage physique de la coke, c'est plus que Tu vas être fatigué, tu vas dors dormir. pas. C'est ça. C'est ça. Fait que tu manges puis tu dors après, là. C'est surtout l'alcool qu'il faut faire attention parce que ça, c'est un des pires sevrages après l'héroïne. C'est Donc, ça. on suggère qu'il y ait une aide médicale. C'est ça. Mais pendant 3 jours dans mon lit, pas capable de manger, pas capable de rien faire. Malade. J'avais mal, malade, sueur. Puis, tu sais, sueur jusqu'à ce que le lit devienne Ouais, mouillé, ouais. là. J'étais comme, oh my God. Moi, ça, je pensais que c'était un mythe. Non, non, Hein? non, non. Moi, je me rappelle de rentrer en thérapie, puis moi, moi aussi, c'était alcool, coke, mais ma consommation était... Je pense que j'avais pas une consommation qui pouvait m'amener à avoir ce genre de sevrage-là. Mais je voyais les filles le matin défaire leur lit, ramasser leurs draps, puis amener ça à la buanderie tous les matins. Puis là, j'étais comme, pourquoi vous changez vos lits tous les jours? Puis ils étaient comme, soqués bord en bord. J'étais, comment Mais ça? le sevrage Mais de c'est pot fait ça beaucoup aussi. C'est ça, Le pot et cannabis, alcool, là, c'est ce qu'on m'avait Cannabis, ouais. dit. c'est ça. Beaucoup, La beaucoup, sueur. beaucoup. Puis moi, quand j'ai fait le sevrage de coke, là, je sais pas pour vous, mais moi, le soir, là, j'ai commencé à rêver. Genre, j'avais l'impression que je rêvais plus. Puis là, j'ai commencé à avoir des rêves fucked up. Incroyable. Ça Ouais, fait non, partie non. de... Ben, c'est parce que notre système est tellement déréglé que tranquillement, il reprend ses fonctions. Là. C'est ça. C'est ça, à tous les niveaux, au niveau physique, au niveau mental. C'est- Fait qu'après ta désintox de 3 jours, qu'est-ce Ouais. qui s'est passé? On a appelé tous les centres de rétablissement qu'il y avait à Gatineau. Malheureusement, c'était l'été. L'été, c'est quand même assez occupé, toute complète. Puis, j'ai trouvé celle-là à La Chute, le pavillon La Chute. Puis eux, ils ont dit, oui, oui, on peut te prendre, viens-t'en aujourd'hui. Ah. Et moi, c'est comme, vous comprenez pas, là, c'est une question de vie ou de mort. Là. J'ai besoin de rentrer. Là. Il dit, c'est correct, c'est une maison carcérale, par contre. C'est une maison mixte. Fait qu'il y a hommes et femmes, puis c'est beaucoup du monde qui finissent leur peine de prison avec un bon comportement, puis c'est ouvert au public aussi. Fait qu'il y a beaucoup de règles. C'est C'est comme une maison transitionnelle, Ouais. finalement. Il y en a une à Carignan aussi qui ressemble un peu à ça, j'imagine. Ben, c'est parce que transition, c'est la fin d'une C'est ça. sentence. Ouais. Le type de maison que tu parles, c'est des gens qui ont terminé leur sentence. C'est ça. C'est juste plus pour la faire comme réinsertion. la quelque réinsertion. chose Je comme comprends. Ouais, c'est ça. Je comprends. Il y avait Ouais. beaucoup de résidents, là. C'était Oui. très achalandé. Oui, 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 très achalandé. Puis c'était comme sur 40 personnes, il y avait 3 filles. Oh. Fait que c'était loin Oh. d'être le gros luxe. Oui, puis c'était très provocateur pour moi parce qu'il y avait beaucoup d'hommes. Moi qui étais très manipulatrice puis très violente avec tout le monde. Tu sais, moi, j'étais arrivée là-bas puis j'étais supposée rester 3 mois. Puis malheureusement, après 1 mois, je me suis fait kicker out à cause de mon comportement violent. J'étais violente. Je me battais avec tout le monde, je cherchais la provocation. Je vais te lancer une chaise d'en face, je m'en calisse. Tu sais, j'étais vraiment violente. Je pétais des nez, là. C'était comme le monde en maison de rétablissement, il a fait OK, elle est un danger pour les autres. On est obligé de la kicker out. J'étais comme. Fait que t'étais avec du monde Mais t'as tellement carcéral. pas là. l'air de ça, excuse-moi. C'est comme je pétais des nez. Non, mais Là, je imagine, le voyons. être Je suis avec comme des je- gens qui évitent la prison, puis c'est elle qui se fait jeter Ben, dehors. qui Fait que, sortent tu sais, de Là, mais prison, c'est parce que moi, tu je sais, m'imagine c'est comme- avec toi en train de se faire des tresses, genre, puis écouter Gilmore Girls. Puis là, tu me dis que t'étais dans un centre post-carcéral en train de péter des gueules. Ouais. On dirait que pour moi, c'est comme. Non, je c'est sais. c'est un non-sens. Ouais, ouais. T'as l'air d'une poupée. Tu sais, t'es- Là, oui. Oui, mais À c'est- l'intérieur, j'étais encore. Non. mais j'aime ça. Moi, j'adore t'entendre parce que il y a plein de gens qui nous écoutent en audio, mais il y a des gens qui nous regardent aussi via ces belles caméras, puis qui doivent pas comprendre non plus Mhm. parce que t'as pas le visage d'une fille qu'on s'imagine violente, qu'on s'imagine justement en surconsommation. Tu sais, t'as l'air d'un petit ange. Mhm. Fait que c'est quand même... en fait, t'as pas le casting. Je sais. C'est- Le monde me demande, on ne te croit pas.
Mais On a besoin d'une photo. Fait que, tu sais, je montre ma photo de avant, puis ils sont comme, mais non, ça se peut pas. Je suis comme, ben oui, mais j'ai j'aime changé. ça parce que ça prouve que tu peux ne pas avoir la tête de l'emploi et parfaitement cadrer Ouais. dedans pareil. Mais en même temps, ça me met souvent des bâtons dans les roues. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens qu'il y a du monde qui vont douter de mon parcours à cause que je suis trop belle, à cause que je parle avec éloquence, parce que j'ai des belles dents, parce que si, parce que ça. C'est comme, non, t'as sûrement pas... T'as pas souffert tant que ça. Non, t'en rajoutes trop. Fait que j'ai du monde sur les réseaux, des fois, qui font des vidéos en collage avec mes vidéos, disant, ben elle, c'est une menteuse parce que ça se peut pas. Ça se peut pas que, tu sais, t'aies consommé autant puis tu sois aussi belle aujourd'hui puis que tu parles aussi bien. C'est impossible. Oui, mais c'est pour ça que c'est important qu'on fasse ça parce que, tu sais, les gens, ils peuvent pas s'identifier des fois quand ils voient une personne qui a plus de dents, qui a de l'air. Moi, j'aurais eu de la misère à m'identifier au rétablissement. J'aurais dit, ben, je suis pas rendu là, je suis pas aussi pire. Fait que de voir des gens comme Marie-Pierre, comme Jean-Claude, comme toi, ça me dit, bon, mais je suis pas tout seul. Ça se peut que moi aussi, je sois rendu au moment où je dois m'en sortir. Ah, mais excuse-moi, je suis complètement sur le cul de ce que tu viens de dire. Là. Moi, à quel point notre société est malade Ouais. pour remettre en doute ta sincérité puis ton honnêteté par rapport à la vulnérabilité que tu as d'exprimer ton vécu puis partager ton expérience puis que des gens mal intentionnés puis malhonnêtes décident Mais c'est à de... cause qu'il y a un stigma. Il y a un stigma sur les personnes qui consomment puis qui ont des dépendances. Puis moi, j'essaie de justement briser ce stigma-là. Tu peux avoir du fun, tu peux être drôle, tu peux être belle, tu peux faire attention à tes dents. T'sais, moi, j'étais sur le bord de perdre mes dents. Là. Je me brossais puis ça saignait puis il bougeait. Là. Puis j'ai fait attention, j'ai été chez le dentiste, j'ai eu une bonne alimentation puis ça a vraiment changé les choses, mais j'étais sur le bord de tout perdre. Là. Ben oui. Fait que... Mais tu sais, quand tu parles du stigma, c'est un petit peu, ça me rappelle au début de Grain d'espoir. Ouais. Tu sais, c'est un petit peu ça. On voulait briser le tabou C'est vrai. que l'alcoolique, c'est l'itinérant qui est en dessous du pont Jean-Cartier. Tu sais, Mais puis c'est pas parce que c'était comme- là, aujourd'hui, tu as l'air de ça que t'as pas été l'alcoolique couché Ben en dessous oui, du pont c'est ça. Jean-Cartier. Ben oui. Tu sais, toi, quand tu étais en Alberta puis que tu dormais dehors, tu devais pas avoir cette face-là non, Non. plus. Ben non. Tu sais, fait que c'est ça qui est Ben, moi, important. c'est pareil. Moi, je suis arrivé, j'ai passé 4 jours à la maison du père. C'est là que j'ai appris que si tu veux garder tes souliers quand tu es là, il faut que tu les mettes en dessous des pieds de ton lit parce qu'ils vont les prendre pendant que tu dors. Maison du Père, qui est une maison pour des sans-abri, là, pour hommes. Jean-Claude, son père est médecin, il c'est veut le faire. C'est c'est une ça, famille mais très aisée. Moi, là. en bas de Fait que ça, tu je fais comprends comme... pas. C'est ça, c'est non, ça. mais c'est ça. Moi, Ouais. ton histoire, je m'identifie beaucoup à Ouais. ça. Tu sais, c'est comme... Fait que je vais revenir avec ça. Tu rentres dans une thérapie de 3 mois à la chute. Après 1 mois, à cause de ton mauvais comportement, tu étais une femme trop violente. Ça paraît dans tes yeux que tu es une femme violente. Tu te fais jeter dehors. Angelo, il a peur. Ouais, Si tu me cherches, tu vas me trouver. je le vois que tu as J'aime de l'attitude. ça! Là, qu'est-ce que tu as fait après? Parce que manifestement, Ouais. tu es resté dans la voie du rétablissement. Oui, ça a vraiment été un choc que je me fasse kicker out parce que mes parents n'étaient pas contents. Tu sais, je dois faire l'appel. Mes parents m'ont amené, ils me donnent des chances. Puis, tu sais, premièrement, ma famille, eux, ils ont vraiment eu de la misère à comprendre que je suis tombée dans la drogue. Ils ont dit non, pas nous. Pas nous, pas nous. Voyons, Gabi, on t'a adopté, on t'a donné une meilleure vie, on t'a donné des broches, on t'a amené une éducation, on t'a fait ci, on t'a acheté tout ce que tu avais besoin. Ça se peut pas que toi, tu sais, eux, ils le prenaient personnel. Fait que là, le fait que moi, je suis un fuck-up de la famille, puis j'ai besoin d'aide encore une fois, puis que ça va pas bien, puis que là, je dois les appeler. Maman, papa, je me fais Me kicker chercher. out. Mais là, comment ça, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas envie de le dire. Je suis comme, ben là, si vous ne pouvez pas me chercher, je suis à la rue, tu sais. Fait que là, mon père, il vient me chercher, puis il est fâché. Il est fâché, puis il est déçu, puis il a honte. Puis, tu sais, je peux le sentir, sa frustration. Mais moi, je suis tellement dans mes émotions de fâché, j'ai envie de tout battre, là. Moi, quand ils m'ont pris, j'avais de l'attitude contre une professeure parce que dans le centre de rétablissement, tu as des cours. Ouais. Tu sais, pour apprendre à travailler sur tes blessures, puis toutes ces choses-là. Puis dans le cours, moi, j'avais mis mes pieds sur la table. J'étais comme, ah ouais, qu'est-ce que tu vas m'apprendre, bitch? Tu sais, j'étais comme, qu'est-ce que tu veux? Puis elle est comme, ah ouais, t'es calisse. Parce que c'était comme, après 9 avertissements, tu te fais kick out, j'étais rendue à mon 13e. Il était plus capable. Là, Fait que t'aimais ça tester les Tout le temps. limites. Tu sais, moi, comme. Puis je le dis aussi comme dans les relations, genre, je vois un red flag, là, je veux voir jusqu'à comment foncé il peut aller, tu sais. C'est ça. Ah, Red Bourgogne, c'est ça. comment, tu Oui, sais. oui, noir, là, c'est Mais ça. je pense veux que les dépendants, on est capable de s'associer avec toi parce Ouais. que, tu sais, on repousse tout le temps à la limite. On teste beaucoup. Ouais. Puis il faut que ça fasse mal pour qu'on comprenne. Fait que là, de te faire jeter dehors, tu vis un autre rejet, là, ça fait mal. Ouais. Puis je crois que j'ai vu une vidéo que tu as faite par rapport à ça, mais je pense que finalement, ça a été la meilleure chose qui peut t'arriver. Oui, ça a été la meilleure chose parce que là, j'ai vraiment réalisé, fuck, j'ai mordu la main
qui me nourrissait. J'ai été chercher de l'aide parce que je voulais mourir. Puis je les ai envoyés chier. J'ai oh fuck, là, je me retrouve dans la jungle où est-ce qu'il y a des publications de consommation sur le bus, puis au gym, puis partout. Puis tu sais, t'es au gym, c'est comme 20 minutes de cardio égale une bière. Je suis mais oui, toi, va chier. Ça me tente pas de faire du cardio après, là. Fait que tu sais, c'est partout dans notre face, tu sais. Noël arrive, ah oui, la consommation, puis du Baileys, puis tout ça. Puis c'est comme là, je suis comme, oh fuck, je suis pas outillée, je sais pas quoi faire. Puis dans le centre de rétablissement, ils nous avaient fait faire des meetings de AA. AA, je m'identifiais un petit peu moins. Puis, un gars qui était en rétablissement dans le centre qu'on a été, que lui, il était retourné à Gatineau, il est comme « Hey, Gabi, ça te tente-tu de faire des meetings? » Je sais pas. « Ah oui, viens-t'en, fais un meeting. » « Ah, je sais pas. J'ai pas vraiment aimé AA. » « C'est correct, c'est NA. » C'est OK. Il m'amène dans NA. Il m'a amené à tous les jours. On y allait. Puis au fur et à mesure, tu sais, j'étais pas habituée de recevoir des caresses puis de l'amour. Puis tu sais, le hug d'un meeting, là, je disais « Fuck you, qu'est-ce que tu veux? » Moi, quelqu'un qui me Juste donne de l'amour... on va mettre les gens en contexte parce que dans les meetings ENA, Ouais. Oui. ils donnent des hugs. Des hugs, des caresses. Allô, un accueil. Un accueil tellement d'amour. Puis salut, comment ça va? Puis tout le monde veut te donner... Tu veux te sentir aimé. Mais moi, à cause de mes abus avec les hommes, tu me donnes l'amour, ça veut dire que tu veux m'utiliser. Fait que j'étais comme, touche-moi pas. Qu'est-ce que tu veux? Je Les m'assise en trust issues, arrière. là. Toi, t'es comme, ouais. qu'est-ce que C'est ça. tu veux profiter? Ah oui, c'est tout beau ici. Oui, oui, attendez, je vais trouver un bobo à quelque part. Là, c'est pas vrai. Puis là, il commence à dire la prière de la sérénité. Je suis comme, bon, je suis dans un culte. C'est super. Ça y est, encore moi qui... C'est tabarnak. Fait que là, dans les débuts, j'ai vraiment eu de la misère. Ben de la misère. Est-ce que tu as vu ça comme c'est du brainwashing? Ouais, brainwashing. Puis c'est au fur et à mesure que tranquillement, ça a commencé à me rentrer. Quand que j'ai vu du monde qui partageait, qui me touchait, je m'identifiais à eux. D'autres femmes que, comme ils racontaient mon histoire en avant, j'étais comme « Holy fuck, OK, c'est pour ça que je suis fuckée. C'est pour ça que je vais pas bien. C'est pour ça que je consomme. C'est pour ça que je suis ici. C'est pour ça que j'ai besoin d'aide. » Puis les vieux qui sont là, qui ont des années d'abstinence, je parle pas de lui, là, mais parce qu'il est vieux, mais C'est un jeune vieux. le monde qui ont plusieurs années d'abstinence qui Oui. sont là, c'est eux que je regardais. Puis j'étais comme « OK, C'est possible. c'est possible. » J'ai une question. Je veux juste faire un petit retour dans le temps parce que tu dis, quand ton père est venu te chercher, quand tu t'es fait mettre dehors de la thérapie, tu as dit, je suis encore une déception. Est-ce que tu as l'impression qu'à ce moment-là, parce que c'est toi qui as demandé de l'aide, mais est-ce que tu faisais cette thérapie-là pour eux ou pour toi? Pour moi. C'était pour toi. Pour OK, moi. fait que dès le départ, c'était clair C'était pour moi. que c'était pour toi. Tu étais déçue dans le processus d'avoir, Ouais. encore une fois, eu l'impression Ouais. d'échouer aux yeux de tes parents. Oui. Mais c'était pas pour eux que tu le faisais. Non, c'était vraiment pour toi. moi. Là, Mais parce que c'est une nuance qui est importante Oui. quand même, je trouve, parce que il y a beaucoup de gens qui vont aller en thérapie pour faire plaisir à leur conjointe, à leur famille, aux gens autour d'eux, pour faire comme, je vais aller m'acheter un 3 semaines de break là, ou un 3 mois de break. Mais dans ton cas, c'était pas ça. C'était vraiment une démarche qui était personnelle. Je m'en allais mourir. OK. Je m'en Mais allais pas il y a une autre nuance survivre. quand même, c'est que, tu sais, quand tu arrives battu, Mhm. puis que tu le fais pour toi, tu as l'ouverture d'écouter ce qu'on va te dire. Ouais. Moi, ce que j'entends de ton moi, c'est comme, OK, j'y vais, mais ça va se passer à ma Hey, manière. écoute, Ouais. C'est... Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est ça, intéressant. Ben oui. le monde des intervenants savait pas quoi faire parce que là, c'est les filles avec les filles, les gars avec les gars. Ils m'ont placé avec une intervenante fille, puis j'étais comme, tu me diras pas quoi faire. Ah, j'avais pas une bonne relation avec les femmes parce que les femmes, j'ai relié avec ma mère qui m'a abandonnée. Fait que c'est pour ça que je détestais toutes les femmes dans ma vie. Puis les hommes, j'étais comme, ben, les hommes, ils me C'est donnent du profiteur. sexe. Du sexe, c'est bon, ça me fait sentir du bien. Fait que les hommes, c'est correct. Fait que là, ils m'ont changé pour un intervenant homme. Là, j'ai essayé de le manipuler. Là, ça, il est comme... On Puis est il me dans l'a dit, Gabi, séduction, ouais. t'es dangereuse. T'es dangereuse parce que t'es très bonne manipulatrice. Parce qu'il me faisait faire des tests de comment voir s'il pouvait me faire changer d'un sujet à un autre, puis d'une émotion tellement comme parler de viol, puis tout ça. Puis là, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Ben là, j'ai fait ça, puis ci, puis ça. Il est comme, t'as-tu vu ton déclic? Puis je m'en rendais pas compte parce que j'étais tellement habituée pendant 10 ans de me faire abuser par des hommes que j'étais comme une manière de me c'était une protéger seconde moi-même. nature. C'est un ça, mode de exactement. fonctionnement. Puis je m'en rendais pas compte qu'est-ce que je faisais, mais lui, il a été capable de me faire rendre compte que ce que je faisais, c'était dangereux. J'étais comme, oh shit, vraiment, je suis cette personne-là que je déteste. OK. La pilule, elle a de la misère à passer, mais. Fait que malgré tout, ce mois-là aura pas fait en sorte que tu as complété ta thérapie, mais il y a eu des déclics qui se sont Il y a faits eu des malgré déclics tout. parce qu'en maison de rétablissement, j'ai fait une psychose.
j'ai fait une psychose. J'avais arrêté de consommer, mais malgré que les effets de la drogue étaient quand même là pendant longtemps, j'ai eu de la misère, puis j'ai voulu me suicider en maison de rétablissement. J'avais fait une lettre de suicide, puis j'avais sorti mes lampes de rasoir. Puis là, avant d'y aller, j'étais juste, je vais faire un dernier tour de la maison de thérapie. Puis là, il y a un moment donné, je tombe comme dans une psychose, puis j'arrive pas à bouger. Puis j'ai pas de contrôle de mon corps, puis je suis froze, puis tout le monde me cherche. Puis je sais pas combien de temps je suis restée par terre sans bouger, des heures. Mais ils ont appelé les ambulances. J'étais pas comme Tu répondais plus. je répondais Ouais. plus. Puis là, ils ont dit, regarde, on va t'envoyer à l'hôpital. Ils vont te faire des tests parce que si tu as consommé, tu peux pas revenir ici. Puis après ça, ils m'ont mis en Isolement. un hôpital psychiatrique. Ils m'ont mis dans un hôpital psychiatrique, puis j'ai été enfermée là pendant au moins 72 heures pour finalement voir un psychiatre. Puis lui, il m'a diagnostiqué de troubles de la personnalité à très limite. Puis là, j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses sur mon développement, mes problèmes, mes triggers, puis mes patterns. Mais ton mois et quelques en thérapie, est-ce que tu avais de la médication pour t'aider à ton sevrage? Est-ce que... Pas pour le sevrage, j'avais de l'Effexor, qui est puissant puis pas bon. C'est Qu'est-ce que c'est, un ça? antidépresseur, OK. puis du trazodone pour m'aider à dormir. Mais, tu sais, tranquillement, ça faisait effet, mais parce que je prenais ces choses-là Ouais, avec la drogue, peut-être ça n'avait tellement loin, là. aucun effet, mais tranquillement, tu sais, je dormais pas, puis là, j'étais trop speedée, puis c'était vraiment trop intense. Fait que là, c'était comme... Puis c'est eux qui contrôlent les médicaments. À telle heure, faut que tu le prennes, puis à telle heure, faut que tu... Tu sais, c'est ça. Fait que c'était vraiment assez intense, mais c'est... Éventuellement, peut-être 3 mois plus tard, j'étais capable de me débarrasser de Mais ma ta psychose prescription. n'est pas causée par... Non, tu as gardé 2-3 Effexor, t'es non, du tout. écrasé, t'es ostifié. Non, oh mon Dieu. OK. Non, ça aurait été une bonne idée. Mais... Gars, comment? Ben non, Ça mais- prend un fucké pour donner des Ben, bonnes en idées de maison, même. C'est ça? Je travaillais dans les maisons oui, de ben thérapie, oui. puis c'est ça, tu T'en donnes as la vu. pilule à la personne, puis tu dis ouvre ta bouche. Là, tu sais, c'est- Ouais, non, tu devais l'avaler de On la beurre. Là, connaît, puis il là, regarde ta ben oui. bouche. Là. Ouais, ouais. Fait qu'après être sorti de la thérapie où est-ce que tu t'es fait kick-out, tu décides de faire des meetings ENA. Là, c'est quoi que tu continues à faire, dans le fond, durant ce temps-là pour rester? Parce que je pense que tu avais quand même la crainte de retourner dans la Oui. consommation. Fait que tu Oui. étais sur la watch, là, tu faisais attention. Fait Oui. que c'est quoi que tu as fait là, dans... Changer mon groupe d'amis. Je me suis retrouvée avec personne. J'ai fermé mon Facebook, je l'ai délité, puis j'en ai reparti un autre. J'ai bloqué tous les numéros de téléphone que je consommais avec le monde, puis je me suis retrouvée juste avec ma famille, quelques amis du secondaire, puis un ami. Puis je me suis rendue tellement seule, mais j'avais des nouveaux numéros de personnes de ENA. Puis là, j'étais comme, Colin, c'est vraiment drastique, mais je me suis dit, ça, c'est la chose qui a été le plus important à faire, de dire bye-bye à tout ce monde-là. Puis ce monde-là, ils ont tellement essayé de me reprendre dans leur vie. « Hey, Gabi, OK, mais on sait que tu consommes pas, mais tu pourrais juste chiller avec nous. C'est comme, on respecte, blablabla. » Mais je sais que ce monde-là, il aurait voulu, tu sais, me refaire consommer éventuellement parce qu'ils se sentaient mal sur leur consommation. Mais à part de ça, j'ai commencé à m'entraîner, à faire du sport, à faire du yoga, de la méditation, à lire sur les chakras, à lire sur plusieurs livres, les 4 accords Toltec, les blessures de l'enfance, c'est quoi la peur de l'abandon, puis la blessure de l'abandon, faire ces choses-là. Puis juste comme tranquillement apprendre à m'aimer. Puis une chose que j'ai réalisée, c'est après avoir fait comme 1 an tout seul, j'étais comme, je suis bien tout seul. Tu veux dire pas être en couple. là. Pas être en couple. Tu sais, j'ai réalisé que j'avais une dépendance affective. Ouais. Puis que Ben, qui va souvent main dans la main avec les autres dépendances qu'on Ouais, peut avoir. que là. je me comblais avec les Ben hommes oui. avec ça, puis C'est que un quick fix. je me comblais avec le sexe avec ça, puis j'ai commencé à comme me dater moi-même, puis à sortir toute seule, puis à comme je vais... Did you buy yourself flowers? Oui, oui! Tu sais, j'avais tellement peur de faire des activités tout seul parce que Ouais. je suis comme, mais c'est quoi le but? J'étais comme, mais je vais aller voir un film, mais personne ne veut aller le voir. J'y vais tout seul. Yo, manger ton popcorn toute seule. Tu sais, j'étais Qu'il y a comme... personne qui se met la main dedans. Puis là, je veux aller déjeuner au restaurant, Ouais. j'y vais toute seule. C'est comme... Puis là, j'ai commencé à avoir une paix extraordinaire toute seule. Puis j'étais comme, mais j'ai pas besoin d'hommes, j'ai pas besoin de personne. Je fais tellement de choses tout seul aujourd'hui. Puis maintenant, ma solitude ne me fait plus peur. Même que des fois, je suis comme, yo, j'ai besoin d'être tout seul. Là. Mais avant, c'était comme, j'avais peur d'être tout seul. Fallait tout le temps que je sorte. Même dans les débuts, dans mes meetings, il y avait souvent des after. Ça allait dans les afters. Dans les Ouais. afters, j'étais, je peux pas être seule, ma tête, elle tourne trop. Puis j'ai compris pourquoi que je consommais tellement. C'est que ma tête, elle roule tellement plus vite que mon cœur que j'étais comme... Il faut que tu descendes de là, de rationaliser, il faut que tu descendes au niveau de ton cœur. Oui, Puis là, tu te dis, il faut que tu prennes soin de toi. oui.
Il faut que tu fasses des Oui, choses pour toi, puis c'est ça l'amour véritable. oui. On en a parlé un petit peu dans un des épisodes qu'on a fait dernièrement. Est-ce que, à travers, dans le fond, tout ce processus-là, tu as parlé qu'à un moment donné, tu as eu comme un éveil spirituel. Mhm. Est-ce que tu mets aussi en pratique ça dans ta vie? Est-ce que c'est Oui. quelque chose à ce moment-là que tu utilises? Oui, j'ai voulu me trouver, tu sais, j'étais comme, est-ce que je suis religieuse? Est-ce que je crois en Dieu? C'est quoi Dieu pour moi? Tu sais, parce que j'ai grandi dans une famille catholique, j'étais enfant de cœur, OK, oui, mais je suis comme, mais j'aimais pas qu'est-ce que l'Église disait. Tu sais, j'étais comme, OK, fait que là, j'ai commencé à lire des livres sur le bouddhisme, l'hindouisme, tu sais, toutes sortes de Sur la religions. Sur la spiritualité aussi. spiritualité. Puis j'ai Ouais. réalisé, OK, moi, je suis pas religieuse, je suis spirituelle. Tu sais, j'ai une puissance supérieure, j'ai la vie, j'ai Dieu, j'ai l'air, j'ai tout autour de moi. J'ai pas besoin d'être dans une église pour commencer à parler avec ma puissance. Je peux être connectée avec à n'importe quel moment. Tu sais, c'est vraiment ça, c'est OK, je suis bien par moi-même. Je sais pas ce que la société va te dire de faire qui est bon pour toi. Faut que tu le déconstruises. Puis qu'est-ce qui est bon pour moi? Est-ce que ça t'a aidé parce que tu as eu des gros traumatismes dans ta période de consommation, puis avant? Tu en as parlé là, avec moi un petit peu en pré-entrevue, des viols, des choses Mhm. vraiment intenses. Est-ce que c'est ça qui t'a permis de... Parce que des fois, on parle du processus d'étape. Il y a des traumatismes, des choses, des ressentiments qu'il faut comme confier, il faut croire qu'il y a une puissance supérieure. Oui, Est-ce que c'est ça que tu as mis en pratique? oui, c'est un peu comme le livre des étapes, mais Le livre des étapes de Narcotiques Anonymes? oui, c'est ça. Puis de comme faire, tu sais, de faire une liste des personnes que tu as blessées, mais tu sais, de les pardonner, mais de te pardonner aussi. Puis, tu sais, moi, j'étais obligée de comme pardonner ma mère biologique parce que j'avais tellement de haine envers elle. Tu m'as abandonnée, tu m'as fait ci, c'est à cause de toi. Tu sais, j'ai été fuckée pendant très, très longtemps. Puis, Est-ce que c'était la responsable de tous tes maux? mais c'est ça, je la blâmais pendant longtemps. Puis toutes les relations avec les femmes, c'était ça. C'est une Mhm. femme représente ma mère. Tu vas m'abandonner, tu vas me faire mal, je peux pas te faire confiance. C'est pour ça que je me suis mis à jeter dans les bras des hommes pendant très, très longtemps. Mais les Mhm. hommes sont aussi pires. Je suis Ouais. comme, ils m'ont fait autant de mal, tu sais. Mais j'ai fait un journal que j'ai écrit dedans, puis j'ai comme écrit une lettre à ma mère. Parce que je l'ai rencontrée, ma mère biologique. Je l'ai T'avais... rencontrée, Ouais, t'avais quel âge? j'avais 19 ans. OK. Puis je l'ai rencontrée jusqu'à mes 21 ans. Puis j'ai essayé d'avoir une relation avec elle, puis ça marchait pas. Encore prostituée, sur le BS, peut pas travailler parce qu'elle a l'hépatite. Tellement sous l'emprise d'un pimp que c'est comme, est à côté de toi, puis il est comme, je peux-tu aller aux toilettes? Je peux-tu fumer une cigarette? Je peux-tu faire ci? Je peux-tu faire ça? Je suis comme, fuck, t'es pas une mère. T'es pas une mère, puis tu m'apportes absolument rien. Tu sais, moi, j'avais tellement besoin de savoir d'où je viens. Est-ce qu'il y a des antécédents médicaux que j'ai besoin d'avoir peur? D'où je viens? Mhm. C'est qui mon père? À quoi je ressemble? OK, on se ressemble physiquement. Mais comme t'es vraiment pas la personne, puis là, j'ai compris pourquoi j'ai été adoptée. Puis là, j'ai compris la douleur, puis j'ai comme pardonné. Puis c'est à ce moment-là que j'ai été capable d'aimer plus ma famille. Puis ma famille adoptive, c'est eux ma vraie famille. C'est lui mon papa, c'est lui, c'est elle ma mère. Mes parents, c'est eux qui m'ont couché à toutes les nuits en me disant bonne nuit, je t'aime, qui m'ont fait un lunch, qui m'ont amené à l'école, tu sais, qui m'ont amené en maison de rétablissement. Tu sais. Fait que j'ai dû comme faire un deuil de ma mère parce que pendant toute ma vie, j'étais comme, elle va revenir. Puis tout va être réglé. Je dis non, ça va. Elle aussi est malade. Elle aussi, elle va pas bien. Mhm. Tu sais, fait que j'ai dû accepter que ça n'allait pas aller de la manière que je le voulais. Puis j'ai fait une lettre en lui pardonnant parce qu'elle aussi, elle s'est faite, tu sais, violer par son père. Puis sa propre mère l'a pas cru. Puis c'est pour ça qu'elle s'est enfuie. Puis elle est tombée dans la drogue. Puis elle parlait pas la langue quand elle est arrivée ici. Puis elle a souffert autant. Puis elle a peut-être voulu m'avoir avec la meilleure des intentions, mais la maladie était trop forte, puis elle n'a pas été capable. Puis je lui ai pardonné ça. On n'est plus en contact aujourd'hui, puis je suis bien parce que j'ai fait le deuil avec ça, puis je l'ai pas besoin dans ma vie, puis je vis mieux comme ça. Mais Tu y envoies de l'amour, puis j'y envoie de t'espères l'amour. qu'elle aille bien. J'y envoie de l'amour, puis c'est tout, mais je suis comme, mais c'est pas elle, ma mère. Elle m'a donné la vie, mais c'est pas elle, ma mère. Mais quand tu as dit que tu as essayé d'avoir une relation jusqu'à 21 ans, c'est Oui, ça? pendant 3 ans. Tu n'étais pas encore en rétablissement à ce J'étais moment-là. pas encore en OK. rétablissement, non. Est-ce que d'après toi, elle est au courant que tu es en rétablissement aujourd'hui? Tu t'en sors? Je le sais pas. OK. Je le sais pas, puis j'ai pas l'intention de la contacter. Mais ça changerait pas grand-chose J'ai au rencontré final. mes 2 frères. Ouais. Puis ces 2-là, ils ont aussi très, très mal tourné. Puis mon grand frère, il m'a mis dans un danger de mort un moment donné parce qu'il avait fait une deal avec de la drogue avec du monde. Puis il m'a appelé au téléphone, puis il a dit « Gabi, si t'entends pas parler de moi pendant 24 heures, enfuis-toi du pays parce qu'ils viennent te tuer. » J'étais comme un frère, ça fait pas ça. Fait que j'ai coupé les liens avec lui. Puis mon autre frère, mon demi-frère, parce que lui, on n'a pas le même père, ben lui, il voulait coucher avec moi. Et j'étais comme « Nice! » Ah!
Non, ça marche pas comme ça. Fait que j'ai coupé les liens aussi avec lui. Hurt people, hurt people. Ouais. On dirait que moi, depuis que j'ai entendu cette phrase-là, ça justifie pas, ça excuse pas non plus, mais ça contextualise. Puis on dirait qu'on réussit à trouver une place dans notre cœur pour avoir de l'empathie et pour ta mère et pour tes frères. Mhm. Puis de faire... Mais quand tu es toi aussi blessé par la vie, c'est bien rare que tu es outillé et armé pour être capable de faire du bien autour de toi. Mhm. Tu sais. Fait que Ouais. on dirait que moi, ça a réparé bien des affaires dans ma Mhm. tête. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est le résultat direct du travail des étapes. Tu sais, je dis souvent, les étapes, c'est un véhicule que, malgré ce qui t'a emmené en rétablissement, qui aide à restaurer ces valeurs-là. Tu sais, puis moi, je le dis souvent, quand je suis arrivé dans le programme, j'avais 2 émotions. J'étais en crise puis j'étais en tabarnak. Tu sais, fait que je la connais, cette Ouais. colère-là. Ouais. Tu sais, il a fallu réapprendre ça, mais tu sais, aujourd'hui, ben, on va sûrement arriver là bientôt. Je sais ce que tu fais pour aider les gens, mais c'est le résultat de ça. Tu sais. Du Fait que processus. les étapes, ben, ça te permet de faire une 4e étape. Tu fais l'inventaire. Tu sais, moi, ma première 4e étape, c'était 85% du problème ou de la raison que je consommais, c'était la faute de tout le monde autour de moi. Puis c'est drôle, la 2e, j'étais à 80% moi. Puis la libération, c'est que j'ai du pouvoir sur ce 80%-là. Le 20% extérieur, là, c'est eux autres, c'est leur vie. C'est comme moi, je veux reprendre ma vie. C'est quand que, dans tout ça, là, j'ai commencé en disant que tu étais humoriste. C'est quand que l'humour est rentré dans ta vie, puis c'est quoi que ça t'a amené comme réconfort? Pendant la pandémie, la pandémie, j'ai vu un gros changement sur les réseaux sociaux du monde qui était devenu déprimé. Tout le monde se plaignait, on peut pas sortir, on peut pas rien faire. Puis là, j'étais juste comme, ah, c'est pas le fun. Puis j'ai commencé à faire des vidéos humoristiques. Puis le monde, tu sais, j'étais vulnérable avec le monde, je faisais rire, j'étais un clown, whatever. Puis Ça fait du bien. le monde aimait ça. Le monde aimait ça, ça les faisait rire. Puis je me suis fait remarquer par quelques humoristes qui ont fait Gabi, de la manière que tu penses, tu devrais être humoriste. Puis j'ai fait, ah, j'ai jamais pensé. Tu sais, j'ai jamais pensé parce que moi, l'humour, c'est une manière de comme dédramatiser ma douleur. Fait que c'est comme un mécanisme de défense très naturel pour moi. Fait que, tu sais, je suis comme à chaque fois que quelque chose mal se passe, je suis comme, ben, au moins, ça pourrait être pire, tu sais. C'est comme, fait que, tu sais, je suis comme, au moins, je suis pas rendue là. Mais la personne m'a fait réaliser, non, fais un 5 minutes, essaye-le. Puis je l'ai fait, puis j'ai tellement aimé. J'ai tellement aimé l'humour. Là, ça fait à peu près 2 ans que j'en fais. Mes 2 premières années, c'était juste être confortable. Puis je parlais pas de ma vie personnelle, je parlais de sexe. Juste, je veux être confortable, je veux comprendre c'est quoi l'humour, je veux juste que ça soit drôle, un point, c'est tout. Puis là, dans la dernière année, je travaille sur ma vie, je fais de l'autodérision, je suis vulnérable, puis je joue avec les émotions du monde, justement, à les amener à des endroits où est-ce qu'ils voudraient pas. Puis j'amène justement un côté de « Hey, moi, je suis sobre devant vous, puis j'ai du plaisir. Ouais. C'est possible. Puis je me mets en danger. message. Tu sais, oh mon Dieu. Oui. Est-ce qu'on peut rire de tout? Est-ce qu'on arrive à rire de tout? Moi, je ris seulement des choses qui m'appartiennent. Mais en fait, je reformule ma question. Malgré tout ce que tu as vécu, tu es passé par tellement de stades puis d'affaires deep puis tough. Est-ce que tu arrives à rire de tout ce qui t'est arrivé? Oui, il y a juste une manière de bien le livrer pour pas que ça soit trop rough pour le public. Tu sais, faut que je mette du lube un petit peu avant parce que... Parce que toi, tu irais direct à sec. Moi, j'irais direct dedans. Là. Mais le monde sont comme à chaque... Au début, le monde était comme « Holy fuck! OK, attends, on s'attendait pas à ça. » Fait que là, il faut que comme... C'est ça. J'ai besoin de les faut préparer. Faut que tu lubrifies ton public. C'est Un ça. petit peu de préliminaire. C'est ça. Faut comme je les amène à un endroit qui va avoir un roller coaster d'émotions. Fait que, exemple, je dis, ma mère, elle a consommé de la drogue, puis elle a consommé... je suis née avec des séquelles, elle a consommé de la drogue, l'héroïne, la cocaïne, puis les feux de l'amour. J'étais fuckée en tabarnak. Fait que je dédramatise avec des affaires aussi stupides que ça, que le monde se dit, ben voyons donc. C'est comme, ben oui, c'est les feux de l'amour qui m'ont rendu de même. C'est ça. C'est des choses aussi stupides que ça. Une autre chose, c'est comme, t'as-tu déjà essayé de sucer un pénis à la coke? Ah, mon Dieu. Tu peux pas, tu grinces des dents. Comme... En plus de ça, aujourd'hui, tu donnes des conférences dans des écoles. Fait que tu es conférencière, puis vraiment, tu parles du sujet du rétablissement, tu parles de la dépendance. C'est quoi que tu essaies de transmettre aux jeunes, de un, puis donne-nous des exemples de conseils là, que tu donnes aux jeunes. Oui, donc mes conférences, je fais un témoignage.
Puis après ça, je fais de la prévention sur la drogue et l'alcool. Donc, Puis de type partage. de type partage, c'est ça. C'est 1 heure de temps. Je raconte ma vie en une demi-heure, qu'est-ce qui s'est passé, mais surtout que le secondaire a été un point de tournant pour moi. Puis c'est à ce moment-là que j'aurais dû aller chercher de l'aide, puis je l'ai pas faite. Puis que j'ai fait fuck you à tout le monde qui voulait m'aider. Les psychologues, les travailleurs sociaux, ma famille, les enseignants, tout le monde. Puis c'est ça mon erreur. Puis j'essaie de leur faire comprendre c'est quoi le cycle de la dépendance, comprendre les premiers signes, comment est-ce qu'on va se mentir à soi-même, comment est-ce qu'on va justement justifier qu'on a besoin de consommer, comment est-ce qu'on va justifier qu'on change d'amis autour de nous parce que nos amis ne consomment pas autant puis on en a trouvé d'autres. Fait que les premiers signes de la dépendance puis comment aller chercher de l'aide, mais aussi d'être conscient que tu sais jamais qu'est-ce que tu consommes. Tu Oh ne mon sais Dieu. jamais. Aujourd'hui, plus que Tu jamais. sais, tu vas prendre une pilule d'un ami parce que tu y fais confiance. Non, mais juste l'adolescent qui est mort à cause qu'il Ouais. fumait un wax pen, Ouais. qui pensait que c'était une cigarette électronique, qui Ouais. pensait que c'était du tabac, Ouais. puis c'était une dose extra forte de Ouais. cannabis, puis il est mort, le Ouais. petit gars. Tu sais, fait que il y a les dangers sont énormes. Mais pour revenir à ce que tu fais avec les jeunes, pour moi, là, il y a une espèce de science que j'aimerais qu'on soit capable de mettre dans une petite bouteille sur comment réussir à faire passer le message sans être moralisateur. Oui. Non, mais c'est ça que moi, je fais. Je suis pas moralisateur, puis je leur dis dès le début. Moi, je suis pas ici pour vous dire de pas consommer. C'est ça. Moi, parce que si je vous dis qu'il y a un gros bouton rouge, il faut pas que tu pèses dessus, tu vas peser dessus. Je pense Moi, rien qu'à ça. c'est ça. Ça va. C'est ça. Moi, je leur dis, je veux vous partager ma vie pour vous faire comprendre c'est quoi les erreurs que j'ai faites, mais aussi vous conscientiser que si jamais vous les consommez, soyez conscients des dangers, allez chercher de l'aide, puis je leur parle justement de la naloxone, que c'est gratuit, qu'ils peuvent aller le chercher en pharmacie. Je leur montre c'est quoi les premiers signes d'un overdose sur les opioïdes. Je leur dis que, tu sais, même si tu prends la naloxone, pour toi, tu n'auras pas le temps d'aller la chercher parce que quand tu es en train de faire une overdose, il est rendu déjà trop trop tard. tard. Exactement. Tu sais, moi, j'en ai fait des overdoses, là, puis tu peux pas. Il n'y a rien que tu peux faire. Tu es en train d'avoir une overdose, tu tombes, tu peux pas respirer, il n'y a rien à faire. Fait que, tu sais, c'est des choses comme ça que le dealer, il va couper sa consommation, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a. Tu vas faire confiance à ton ami qui te donne une pilule, mais ton ami, elle l'a pris de qui, tu penses? Elle l'a pas pris à la pharmacie. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Puis c'est d'aller chercher de l'aide, c'est de comprendre, mais c'est aussi d'être très conscient que quand vous allez vouloir expérimenter, parce qu'il n'y a rien de mal à vouloir expérimenter, mais de ne pas le faire tout seul. C'est quoi la réaction que tu as des jeunes? Est-ce que tu as des jeunes qui s'ouvrent à toi, qui te disent, écoute, ça va pas bien? C'est quoi que tu as eu comme expérience? Oui, j'en ai beaucoup, soit directement dans la conférence, soit après la conférence, ou même sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup de jeunes qui m'envoient des questions. Des messages puis privés, j'imagine. je leur réponds du mieux que je peux, puis je leur dis, ma réponse va être basée sur mon expérience personnelle. Je ne connais pas tout, je vais pas te mentir. Puis t'es pas un intervenant. Exactement. Tu as ton parcours qui Oui. peut te servir, puis tu peux... Je suis très vraie c'est ça. dans qu'est-ce que je dis puis dans qu'est-ce que j'explique. Puis il y en a beaucoup qui pensent pas qu'ils sont si pires que ça. Tu sais, c'est comme, ben, je pense pas que j'ai un problème de dépendance, mais je me pose la question. Tu sais, parce qu'il y en a des jeunes qui vont m'écrire, ouais, mais je suis pas rendue comme mon ami. Mais je l'ai dit, ça, c'est un premier signe. Tu vas tout le temps te comparer à ton ami. Moi, dans les débuts, je me comparais à mes Ah amis oui. jusqu'au moment que je me compare à la prostituée sur le bord en train de sucer une graine à 5 piastres. Tu sais, j'étais comme, ça s'en va là. Ça s'en va là si tu te compares, puis tu n'as aucune humilité pour toi, puis tu n'es pas capable de voir ton problème sans te comparer. C'est là le problème où est-ce qu'il commence. J'ai une question pour Jean-Claude. Si on se questionne, tu sais, mettons un jeune qui t'écrit, qui dit ben, je me pose des questions sur ma consommation, mais je pense pas être rendu aussi pire que. Est-ce que juste de se poser des questions, ça peut faire en sorte que tu sais, poser la question, c'est y répondre? Là? Tu comprends Ben, ce que je veux dire? si on parlerait d'adultes, Ouais. je te dirais oui. OK. Presque à 100 Ouais. de la plupart. Les jeunes, je pense qu'il y a beaucoup. J'ai des gens près de moi qui travaillent avec les jeunes Ouais. en tant que travailleur psychosocial dans les écoles secondaires et tout. Les jeunes sont plus aware, je sais pas c'est quoi Ils sont plus alertes. Ils sont plus Ouais. alertes. Ils entendent parler par Grain d'espoir, par plein d'autres Ben choses, oui, ben plein oui. d'autres plateformes. Donc, veut pas, ils sont curieux, les jeunes. Fait qu'ils sont curieux d'essayer, mais ils sont curieux quand ils entendent telle chose. Puis, ils ont beau avoir le comportement des ados que, ben non, moi, c'est pas pareil, moi, c'est... Mais Ouais. ils entendent le message quand même. Mhm. Donc, moi, je dirais, s'ils posent la question, tant mieux. Puis, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit
Même moi, tu sais, tu me qualifies de professionnel, là. Même dans l'intervention, je n'utilise que très rarement des suggestions, des directives claires. Ouais. Parce que moi, si je me souviens, quand j'étais assis dans le bureau du psychologue il y a X années, là, il n'avait même pas fini sa phrase que moi, j'avais déjà trouvé une meilleure Une meilleure manière. option. Moi, ce qui me rejoint, c'est quelqu'un qui me dit ce que lui a fait. Comment lui agirait dans une situation-là avec son expérience. Ça fait « Ah, OK. Des propositions. » Ouais. Mais De- bon, Depuis 7 ans là, que tu es en rétablissement, c'est quoi que tu trouves le plus gratifiant là-dedans? Puis de quoi est-ce que tu es le plus fier? D'être capable de dire non sans me sentir mal. Parce qu'il y a tellement de monde qui veulent que je consomme, qui veulent que je sois normale, qui veulent que j'aille du fun, qui veulent que, tu sais, je m'en vais dans un party. Ah, c'est ça, normal. T'as vu le... Tu sais, je m'en vais dans un party, puis je suis la seule qui consomme pas, puis je suis à l'aise, puis je suis bien, puis je peux être sur le dance floor en train de danser, puis d'avoir Ouais. du fun. Tout le monde sont comme, mon Dieu, elle est donc bien pétée. Et elle, je suis comme, non, j'ai rien consommé, puis je suis la première à danser parce que vous avez besoin de consommer C'est ça. pour être à l'aise. Puis il y a tellement des gars qui sont comme, ah, je te paye une bière. Non, ça va, je suis correct. Ah, une bière. Non. Pourquoi? Tu es enceinte? Tu conduis? C'est quoi? C'est ça, tu prends des médicaments? C'est ça, je suis T'as une comme... vaginite? C'est ça, je suis enceinte depuis 7 ans. Fait que je suis comme... Oh, c'est bon! Tu sais, Mais ça, c'est un maudit bon gag. Des T'es fois, enceinte? là- Oui, ça fait 7 ans. des là. fois, là, j'invente des affaires, là, je suis tannée, c'est comme, mais pourquoi tu consommes pas? Ben, quand je bois, je suis raciste. Fait qu'ils sont comme, OK, oui, bien. Mais c'est comme, C'est bon. tu sais, le monde... Puis là, c'est... ouais, une bière, juste pour moi. C'est fou, ça, quand même. Juste hein? pour moi. Parce que en ce moment, tu vis donc de ta job d'humoriste. C'est ça que tu fais à temps plein? Non, je suis massothérapeute à temps plein. OK. En plus de faire de l'humour, en plus de faire des conférences. OK. Puis quand tu te produis, quand tu fais de l'humour, c'est toujours bien pas d'un centre d'achat. Là. Tu fais ça dans des bars, Dans dans des des bars. cabarets. Oui, Est-ce que c'est confrontant? Parce que là, tu nous parles de gars qui t'approchent de te payer des bières. oui. Ça doit arriver plus souvent qu'autrement. Mais tu sais, des fois, dans mon premier show, tu sais, je dis que je consomme pas. Tout de suite après, à ma table, je reçois des shooters. Je criais comme... ouais, c'est pas de la consommation, c'est un shooter. Et non, c'est ça, le gars, il voulait baiser, tu sais. Il est comme, ah oui, une bière, ah oui. fucké! Ben oui, ça fait, on va célébrer ça, là. T'as un tel nombre d'attinences, on va te célébrer. Ben oui, une petite bière. Ben non, c'est pas ça qui va faire rechuter, c'est pas juste ça. Ou même, il y en a des fois, ça, c'était drôle, j'en ai fait un dernièrement. Le monsieur, il dit, il est drôle ton personnage, hein. T'es bonne d'en faire semblant d'avoir vécu tout ça. C'est pas un personnage. C'est pas un C'est la bonhomme. vraie vie. C'est vrai, tout ce que je te dis, ça scène. Est-ce que tu te sens vulnérable des fois? Est-ce que tu sens que tu es fragilisé puis tu fais me semble à soir, je pourrais être tentée de prendre un verre puis de pas aller faire un show, par exemple? Ça t'est déjà arrivé? Ça m'arrive, oui. Je vais pas mentir. Je suis tout le temps, À l'écoute. tout le là, temps à l'écoute ouais. de mon émotion, puis je me respecte énormément. Puis c'est pas à cause que j'ai 7 ans que je peux pas rechuter. Là. Je peux Mhm. rechuter tantôt. Là. Ah, Absolument. Je peux rechuter demain. tu as là. parlé de quelque chose d'important, hein, puis ça m'amène à ma prochaine question. Fait que là, je suis vraiment excité parce que ça va faire un lien entre tout ce qu'on a parlé. Quand tu m'as écrit sur Grain d'Espoir, ben, tu m'as pas écrit à moi quand même. Là. Ouais. Je suis pas si important que ça. Tu as écrit à Grain d'Espoir, tu as dit, moi, j'ai envie de dire aux gens que c'est possible d'être heureux et sobre. Tu as commencé avec ça. Là, je regarde ton contenu. C'est vrai que tu es drôle, tu es une belle femme. Ensuite, j'ai vu qu'en 2023, tu as fait une dépression que toi-même tu as appelée majeure. Mhm. Là, j'ai dit, bon, faites une dépression majeure. Ça fait quand même, après quelques années de rétablissement. Là, je me pose la question, c'est-tu possible, Christy, d'être heureux et sobre? Est-ce que tu as trouvé la réponse à ce que Ouais. tu cherchais? J'étais en dépression, puis je voulais pas l'accepter. Ma dépression, elle a duré 6 mois. Puis j'étais comme, ben non, je peux pas être en dépression. Je suis sobre. Mhm. Je suis bien. Je suis heureuse. J'ai de l'argent. Je suis correcte. Je suis en Fait que- contrôle de ma vie. Oui, j'étais comme, mais non, pourquoi est-ce que je serais en dépression? Fait que ma dépression, elle a duré tellement longtemps parce que j'étais dans le déni. J'étais comme, mais non, je suis sobre, je suis bien, je vais au gym, je suis de ça. Puis tu sais, j'avais pas d'énergie, puis je faisais des crises de panique, puis j'étais pas capable d'aller travailler. Puis à un point, j'ai eu des pensées intrusives que je voulais me tuer. J'étais comme, ben non, voyons donc, ça se peut pas. Même ma famille est comme, t'es en train de faire un burn-out, t'en fais trop, tu travailles trop. Je suis comme, ouais, mais je fais la base. T'en fais trop. T'es pas capable. Tu dis oui à tout le monde, à tous les projets, parce que ma première année en humour, j'allais tout le temps à Montréal, puis je dépensais tellement d'argent, puis il y avait rien qui me revenait. Puis j'en faisais, puis je donnais oui à tout le monde parce que je voulais tellement aller à un certain niveau Que ça marche. que je me suis oubliée là-dedans.
que je me suis oubliée, puis j'étais dans le déni. Je disais, mais non, j'ai pas envie de consommer. Je peux pas être en dépression, j'ai pas envie de consommer. Puis j'étais comme, c'est impossible. Fait que ça a duré tellement longtemps parce que j'étais dans le déni. Mais finalement, j'ai compris, c'était à cause que quand ça va pas bien, je suis pas capable d'aller chercher de l'aide parce que je suis forte, puis je suis en rétablissement, puis je suis bien, puis tout va bien dans ma vie. Pourquoi est-ce que j'irais chercher de l'aide? Tu sais? Mon Dieu, c'est tellement bizarre ce que tu viens de dire. On connaît Je personne connais comme ça. personne qui est comme ça. Tu sais? Fait que je suis C'est comme... qu'on est mal bâti. C'est ça. C'est fou. Puis à cause que je voulais pas aller chercher de l'aide, je suis comme, ben j'ai un psychologue. Puis j'étais comme, mais non, j'ai pas besoin, pas besoin. Ma propre psychologue. Moi, j'ai tellement eu de sessions avec elle que je sais qu'est-ce qu'elle va me dire, je sais qu'est-ce que je dois faire, je sais qu'est-ce que... Puis j'étais toute en train de m'auto-soigner Diagnostiquer, c'est ça. par moi-même. Puis là, j'ai réalisé beaucoup de choses sur ma douleur de l'abandon. Puis à quel point que, à cause que j'ai voulu survivre toute ma vie, que là que ça va bien, je suis encore en mode, je vais le faire tout seul. Puis quand j'ai commencé à accepter de, OK, même en rétablissement, même si ma carrière va bien, même si j'ai de l'argent dans mon compte en banque, je dois quand même le faire avec quelqu'un d'autre. Je peux pas le faire tout seul. Faut que j'aille chercher de l'aide. Puis c'était l'orgueil. Puis c'était l'ego. Puis c'était comme, non, je vais bien, tout sur papier est beau. Mhm. Mais j'étais comme, non, pas nécessairement. Ça se peut-tu que quelqu'un qui est comme en mode survie, ces douleurs-là, ces traumas-là, on les sent moins. Là, c'est sûr qu'il y a aussi la consommation qui vient combler ce vide-là. Après un certain temps où est-ce qu'on est en rétablissement, que notre vie va bien, on dirait que ça vient comme nous rattraper, surtout si on n'est pas allé vraiment en profondeur, peut-être travailler sur ces traumas. Travailler sur ces traumas, c'est pas facile. It gets ugly. C'est comme... Parce que quand tu commences à travailler sur tes traumas, tu commences à réaliser que c'est toi le problème. Non! Ça, c'est le bout de l'histoire qui est vraiment poche. Je veux pas être le problème. C'est ça. Je veux pas Ouais, mais prendre... c'est le meilleur ouais. bout. Je veux parce- pas être responsable pour mes actions. Quoi? Moi, ça? Non, je suis bien. Je suis une victime. Puis t'aimes... Ah, c'est le fun d'être une victime. C'est le fun. Le monde a de la pitié pour toi. Pauvre toi. Ça va tellement mal dans ta vie. Pour toi, t'as été abandonné. Ah, pauvre toi. Ta mère... Ta. Puis j'aimais ça. Puis, ah, mon Dieu, c'était le fun. Puis Mais je m'en ça nourrit le nourrissais. cercle Ça vicieux. nourrit. C'est- Mais là, éventuellement, quand tu commences à grandir, puis tu prends responsabilité pour tes actions et tes paroles, là, d'un coup, ton cercle d'amis commence à changer. Parce que tu es comme, ben, le monde autour de toi, il n'aime pas ça quand tu changes. Puis ils veulent pas te voir évoluer. Puis tu es comme, ben là, c'est-tu moi qui ai le problème? Mes amis, ils veulent plus. Confrontant. C'est confrontant. Fait que là, j'ai souvent dans ma vie changé de groupe d'amis parce que j'évoluais trop vite pour eux. Tu sais, je leur faisais sentir mal parce que je travaillais sur mes c'est blessures. confrontant. Ouais, puis eux, ils n'aimaient pas ça parce que ça leur faisait se questionner sur eux-mêmes. Il y a comme, j'ai entendu une statistique qu'il y a 4 de la population qui fait de la croissance personnelle. Ça veut dire qu'il y a 96 des gens qui vivent puis ne se posent pas de questions sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, qui vivent comme un peu sur l'autopilote et qui ne se posent pas de questions. Fait que le fait d'être en rétablissement, j'ai l'impression que, vu qu'on prend ces moments-là d'arrêt, de pause, il y a beaucoup de questionnements. Il y a beaucoup d'affaires qui remontent que tu pensais que c'était comme réglé, que tu avais repoussé vraiment loin, là, tu sais. Et là, ça repop. Mais ça peut arriver après 5 ans de rétablissement, ça peut arriver après 10 ans. Fait qu'il faut être extrêmement prudent, il ne faut pas hésiter, même si tu es en rétablissement, à aller demander de l'aide. C'est pour ça que j'avais hâte de parler de ça. Puis j'ai envie d'avoir aussi l'avis des gens ici. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Claude? Mais on en parlait un petit peu tout à l'heure. On a quelqu'un commun qu'on connaît qui est à Gatineau, qui, pour moi, est comme une référence de rétablissement. Puis cette personne-là, un des attraits pour toi, tu me disais, c'est que avec toutes ces années-là, elle est encore présente, elle fait encore du meeting, elle appelle encore sa marraine, elle sert encore dans un sous-comité, dans un groupe. C'est ça, tu sais, c'est l'idée que moi, je ne serai jamais guéri, là. Fait que je vais Tu sais, toujours c'est être comme- défectueux. Ah, bon. Je suis obligé de répondre à ça. Ben, c'est Moi, tough je parce suis- qu'il y a je sais pas pour 75 toi, mais- des gens et plus qu'on côtoie en meeting qu'on dirait que, tu sais, malgré le fait qu'ils ne consomment pas, ils ont de l'air malheureux. Fait que c'est ça qui est tough. Et les gens qui vivent vraiment les étapes, là, tu sais, le mode de vie, tu vois que ça va drastiquement mieux. Ben, c'est parce que c'est ça le programme. C'est pas les meetings, c'est pas combien de meetings tu as fait en dedans d'un an. Les meetings, c'est l'endroit social où les gens qui essaient de pratiquer le programme des 12 étapes Se réunissent, rencontrent. c'est ça. C'est tout. Mais tu sais, j'ai envie de dire, puis ça revient un peu aussi à ce que tu disais quand tu refusais d'accepter le fait que tu
que tu étais peut-être en dépression, c'est de dire je suis en rétablissement, je suis sobre, je suis dans une démarche, mais ça n'empêchera pas le fait que mon chum va peut-être me laisser, que La mon vie. père va peut-être recevoir un diagnostic de cancer, que la vie continue d'être ce qu'elle est et ça ne fait pas un paravent à la souffrance. Tu sais, on le dit souvent ici. C'est pas pour décourager le monde, parce que, tu sais, des fois, tu commences ton rétablissement, tu as 6 mois de fête, tu es encore sur ton pink cloud, puis tu fais ah, si, je l'ai. I got Moi, this. I got this, là. Là, il n'y a plus de souffrance qui rentre ici. Malheureusement, c'est fou de penser comme ça. Mais moi, ce que j'aime dans tout ce processus-là, c'est le coffre à outils qui reste. Parce que quand ces épreuves-là arrivent, quand une dépression majeure arrive, quand une nouvelle ou un diagnostic tombe, je sais où aller me loger. Je sais où aller me réfugier, puis je sais comment demander de l'aide, même si je suis la pire pour le faire. Je sais qu'à un moment donné, il y a une cloche qui va sonner dans ma tête, qui va faire « Marie-Pierre, tu sais où aller, tu le connais le chemin, tu l'as déjà fait. » Fait que, tu sais, c'est justement de prendre son ego, son orgueil, là, puis de faire « Je vous aime, je sais, dans le tiroir. » Mais j'ai envie de te dire, tu sais, tu dis, tu sais quoi faire, puis tout ça. J'ai envie de te dire, même si tu sais pas quoi faire, tu n'as pas encore trouvé un parrain, ce que tu sais, c'est qu'il faut pas que tu fasses ce que tu as toujours fait. Ah ben oui, c'est ça. C'est Déjà, vrai. juste ça, Ouais. tu ouvres la porte à quelque chose d'inconnu. Parce que de retourner consommer, tu viens de rembarquer dans le cercle vicieux, puis c'est C'est là ça. que tu t'en sortiras. Aïe, aïe. Tu sais. Aïe, aïe. Ben Faire oui. des choses différentes pour Ben avoir des oui. résultats Ben oui. différents. On C'est dit ça. des grosses affaires dans ce magnifique épisode. Gabi, ça fait déjà plus qu'une heure qu'on enregistre. L'équipe Ben, me mais dit ben. 1h10. Fait que c'était un long épisode, puis on les aime comme ça. Si on essaie de wrap it up, c'est quoi les projets futurs pour Gabi, là, 33 ans, jeune femme, tu viens de snap out d'une année difficile. C'est quoi le futur pour... Je veux faire plus de conférences, vraiment sensibiliser le plus de monde possible, surtout les jeunes. C'est vraiment ça qui me parle le plus. Puis dans les centres jeunesse, dans les écoles, dans n'importe où, c'est vraiment ça que je veux. Puis faire des shows d'humour, m'amuser sur la scène, être capable de parler du rétablissement d'une manière sérieuse et préventive auprès des jeunes, mais humoristique et préventive auprès des adultes. T'sais. Parce que tu sais pas la personne qui est là un soir qui en a peut-être plein son casse, là. Mhm. Puis qui fait comme ouf, elle dit des affaires que tout le monde trouve ça drôle, tout le monde rit, puis moi j'ai rien que le goût de brailler, Ouais. là. Fait que tu sais, ça va-tu aller semer une petite graine justement parce que c'est pas moralisateur, puis justement parce que c'est fait dans l'humour, puis dans l'autodérision, puis dans hey, moi je suis allée là. Je suis allée aussi bas que ça, puis la personne qui est assise qui fait comme ah ben Chris, je suis là. Il y a de l'espoir. Je suis direct dedans, puis de te voir aussi belle et lumineuse avec tout ce que tu dégages, ben c'est ça. Tu es un grain d'espoir. Ouais. Euh, Je veux pour- toucher le monde sans les toucher physique. Parce que je suis déjà masso, de jour, je touche le monde avec mes mains et de soir, je touche le monde avec mes paroles. Ah. avec leur consentement. Puis C'est dit. aujourd'hui, tu es un grain d'espoir. C'est tellement vrai, Gabi. Je vois que Jean-Claude, il fait aller sa main. Là, fait que Jean-Claude, avais-tu quelque chose à... Ben, c'est parce que je savais pas si on allait là. Quand tu parlais des conférences, tu sais, la conférence où ça a été annulé, où l'école n'a pas voulu, Oui, on y l'école. va-tu? C'est arrivé qu'il y a une école qui t'a annulé? Il y a une école qui m'a annulée parce qu'il disait que ma rémission était trop belle et que ça allait banaliser l'effet de la drogue et que les jeunes allaient se dire que, bon, ben consommer, c'est pas si pire que ça. Je peux arrêter quand je veux parce qu'elle, elle a été capable de le faire. Puis ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que je leur ai envoyé toutes mes affaires, puis ils ont vu tout mon passé, mais ils ont aussi vu toutes les belles choses que j'ai faites, puis ils ont juste regardé ça. Stické là-dessus. Mon Dieu, c'est facile. C'est facile. Arrêter d'être belle de même, c'est facile. Est-ce que je peux parler avec l'école? Même si on est en rétablissement, même si ça fait plus que 6 ans que je côtoie une salle, j'ai vu des gens partir, j'ai vu des gens rechuter, j'ai vu des gens mourir de la maladie. Puis on en a parlé tantôt durant la pandémie. Combien de gens qui sont retournés, qui sont jamais retournés? Fait que, tu sais, ils sont jamais revenus nous voir. Fait que, tu sais, c'est pas vrai qu'on est sorti du bois dans le sens que ça reste quand même un risque. On est dépendant pour toujours. Tu sais, le concombre, il devient cornichon. Il ne peut pas redevenir concombre. Tu sais, on le dit souvent, là, on est des pickles. On est des... Fait que, tu sais, souvent, les gens pensent que tu es guéri maintenant. Tu sais, tu peux t'en sortir. Il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre fois, mais ça fait plus que 5 ans et demi, bientôt 6 ans. Tu pourrais être en contrôle maintenant. Tu es capable de te contrôler.
Non, ça n'a jamais été une question de un jour, je vais pouvoir me contrôler. Je sais que je l'ai perdu, cette habileté-là. Ça ne veut pas dire que ça va bien parce que je n'ai pas consommé, que tous mes problèmes sont réglés. Je sais que pour aujourd'hui, je n'ai pas consommé. Ça, c'est ma meilleure réussite. Je suis fier de ça. Oui, 24 heures à la fois. Merci, Gabi. Ça fait plaisir, Ah, merci. moi, j'ai tout aimé de ça. Hein, Tout. c'était-tu un bon choix d'invité, Tout, Marie-Pierre? tout. Je suis vraiment très heureuse qu'on t'ait reçu puis qu'on ait entendu ton histoire. Bravo, continue de faire ce que tu fais. Tu rayonnes, J'ai pas l'air ça- violente, je sais. ça fait du bien. Je me battrais pas avec toi pareil. Mes amis Ouais. m'appelaient le pitbull avant. C'est Mais quand- mettons que je pognais d'un street fight, t'es la première que j'appelle. Ouais. Fait que si Merci. jamais vous voulez en savoir Oui. plus sur Gabi, vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux Gabi Gatineau. Puis il y a aussi conférence Gabi Gatineau. Gabi Gatineau pour l'humour et Gabi Gatineau conférence pour les vidéos plus préventifs et sérieux. Bon. Fait que c'est ça. Puis n'oubliez pas de liker la vidéo, laisser un commentaire, partager l'épisode. Ça l'aide à faire connaître notre podcast. Il y a toujours le café qui est disponible en vente. Et ça wrap it up. Ben, that's it. À la prochaine. It's a wrap.